L'Asian Le Mans Series 2024-2025 a pris fin le week-end dernier sur le circuit du Yas Marina à Abu Dhabi avec le sacre en LMP2 d'Algarve Pro Racing, une constante dans la série puisque l'équipe battant pavillon portugais a décroché son 5e titre depuis ses débuts dans la série promue par l'Automobile Club de l'Ouest. L'Asian Le Mans Series qui va être au menu de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info, et je suis avec Laurent Mercier. Laurent, nous allons passer aujourd'hui en revue cette campagne 2024-2025 avec un format les plus, les moins. Qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu dans cette campagne 2024-2025 ? On rappelle que au-delà des titres qui ont été attribués pour les champions LMP2 et GT en Asian Le Mans Series, évidemment, ces champions ont reçu une invitation pour les prochaines 24 heures du Mans en juin. Laurent, une saison Asian Le Mans Series déjà qui regroupait encore une fois un plateau de fort belle qualité. C'est selon moi, je pense selon toi aussi, selon Endurance Info, l'un des gros plus de cette campagne 2024-2025. Ouais, salut Pierre. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Tu commences avec 42 en Malaisie en fin d'année et tu arrives à 46 à Dubaï et 47 à Abu Dhabi. Donc franchement, c'est difficile de faire mieux. Alors ça manque peut-être un petit peu de LMP3, mais bon, depuis qu'il n'y a plus l'invitation pour aller aux 24 heures du Mans, je pense que ça a forcément fait chasser un petit peu quelques équipes. Mais d'un point de vue général, franchement, il n'y a rien à dire sur le plateau. Quand on voit, Laurent, des équipes qui sont engagées notamment en ELMS, des grands habitués du championnat européen, on pense évidemment à Algarve, on pense évidemment à plein de structures comme on a pu le voir même les autres années, au-delà de la campagne 2024-2025. C'est sûr que cette campagne hivernale aussi permet aux équipes de faire rouler les voitures et d'avoir des programmes également dans cette période entre gros guillemets creuse de la saison. Est-ce que, selon toi, l'attrait du championnat en lui-même aujourd'hui, le format qu'il y a aujourd'hui, on va en parler également plus tard, peut-être dans les moins, mais est-ce que le format aujourd'hui très concentré sur Dubaï-Abu Dhabi pour la fin de campagne, puisqu'on vous rappelle que Sepang était au menu de l'ouverture de la saison 2024-2025, est-ce que ça aide également le championnat à proposer une grille aussi éclectique et conséquente ? Je pense que les choses ont changé ces dernières années. Je pense qu'avant, les équipes allaient principalement, je te parle de ça il y a 7-8 ans, peut-être bien avant le Covid, allaient principalement en Asian Le Mans Series pour tenter de décrocher un ticket pour les 24 heures du Mans, surtout les équipes qui n'étaient pas sûres d'avoir les honneurs du comité de sélection. Donc les équipes allaient plutôt là-bas pour avoir un ticket pour les 24 heures du Mans, et au fil du temps, on se rend compte que l'Asian Le Mans Series est devenu un vrai championnat à part entière. Où les équipes viennent vendre un programme. Il y a les invitations pour les 24 heures du Mans, mais il y en a que deux. Donc, quand tu vois le nombre de GT qu'il y avait et que tu n'as qu'une voiture qui est sélectionnée pour aller au Mans, c'est sûr que ça limite un petit peu. Donc, je trouve que le championnat a trouvé sa place. Avec, déjà, on avait quand même quelques doutes au niveau de la pandémie, et finalement, à cette époque-là, c'était encore Cyril Tajvalen qui était à la tête de l'Asian Le Mans Series, et c'est là où ça a rebondi d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis. Et franchement, je trouve que le championnat a trouvé sa vitesse de croisière, même si pour moi, je pense qu'on y reviendra peut-être un peu plus tard dans les mois, il y a quand même, ça c'est un avis personnel, mais il y a quand même quelques couacs au niveau du calendrier. Oui, on va y revenir. Et pour rebondir sur ce que tu disais, on voit notamment plusieurs équipes qui en profitent pour pas vraiment tester des équipages, mais les mettre en condition pour la saison à venir. Je prends l'exemple tout simplement de la 92 de la Porsche Mante-EMA, où on verra Ryan Hardwick, Richard Lietz et Ricardo Pera en WEC en 2025. Et ils ont profité de cette campagne Asian Le Mans Series pour clairement se préparer pour la saison. On peut également citer les Iron Dems dans ce cas de figure. Mais c'est vraiment aussi un championnat qui permet de faire la transition entre deux campagnes et qui trouve toute sa place pour les équipes, qu'elles soient GT ou qu'elles soient, comme tu le disais, Proto, LMP2 ou LMP3. C'est sûr que c'est un gros avantage. Laurent, dans les plus de cette campagne 2024-2025, on peut clairement mettre le scénario de cette saison, puisque les titres se sont joués, tous les titres se sont joués lors du week-end dernier à Abu Dhabi, et sur la dernière course, que ce soit pour APR, pour Breton Racing ou pour Mante Racing en GT. Une saison, Laurent, même si on va y revenir après plus spécifiquement pour Algarve Pro Racing qui a quand même gagné 3 courses sur 6 avec la numéro 25, mais donc
une campagne disputée avec plusieurs équipes qu'on a vues aux avant-postes dès le départ à Sepang. Oui, dès le départ à Sepang, on peut rappeler que la première victoire est une équipe qui faisait ses débuts en LMP2, même si le nom du propriétaire de l'équipe est plus que Cognon d'Endurance, puisqu'on parle de Romain Dumas, avec RD Limited. Et c'est sûr que quand tu arrives dans un championnat qui est quand même suffisamment disputé avec des équipes qui sont rompues à la tâche, avec une équipe RD Limited qui débute en endurance et avec du personnel qui n'était pas forcément rompu aux courses d'endurance, je te dis que c'est quand même une belle prestation, parce qu'il y a quand même du monde en face. Et en plus, RD Limited fait quand même rouler un vrai gentleman driver. On y reviendra plus tard, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Avec Fred Pourdat qui a quand même 60 ans et qui, je crois, de mémoire, doit être le deuxième gentleman en LMP2 le plus âgé, je pense, après Criton Lentudis, il me semble. Donc, c'est pas forcément gagné. Alors, ok, en face, tu as James Allen qui, pour moi, fait partie des mecs qui sont sous-cotés en LMP2, qui fait partie, James Allen, des références du LMP2, et Tristan Vautier, bon, pas besoin de présenter, on connaît la pointe de vitesse de Tristan, et débuter par une victoire, c'est quand même très très beau, et ça va peut-être faire oublier le fait que l'équipe n'ait pas été sélectionnée pour l'Européen de Montréal, qui pour moi est une erreur. Mais bon, après ça n'engage que moi. Et au-delà de la victoire sur la course d'ouverture de Sepang, 3 autres podiums, Laurent. Une deuxième place en course 2 à Sepang, deuxième place en course 2 à Dubaï et troisième place à Abu Dhabi. La structure de Romain Dumas n'a pas fait qu'un one-shot de performance. La performance a été assez constante sur la saison, donc c'est vrai que c'est une des bonnes surprises de cette campagne. Au-delà de ça, Laurent, pour la catégorie LMP2, Algarve Pro Racing, c'est encore une fois la valeur sûre, on peut l'appeler comme ça. 3 victoires pour la numéro 25, une victoire pour la numéro 20, que les deux voitures qui étaient encore en lice pour le titre lors de la dernière course. L'écurie de Stewart et Samantha Cox, Laurent, c'est vraiment une référence maintenant certaine en LMP2, que ce soit en Asian ou même dans les autres séries. Ah, mais c'est clair, c'était pas forcément le cas au début, parce que là aussi, c'était une équipe qui débutait, qui faisait rouler un vrai gentleman qui était Michael Muneman. Et au fil des ans, cette équipe n'a cessé de monter en puissance. Alors, elle s'est quand même pas mal renforcée, notamment avec l'arrivée de David Leach, qui est venu quand Algarve Pro Racing soutenait l'engagement de J-Drive, parce que David Leach était est très proche de Roman Rusinov, qui a roulé aussi pour l'équipe. Et comme tu l'as dit en préambule, ça fait quand même 5 titres en Asian Le Mans Series, et c'est sûr que Algarve Pro Racing, ça fait partie des équipes de référence en Asian Le Mans Series. C'est le cas en European Le Mans Series. C'est aussi le cas en IMSA, en LMP2. Il y a plus grand chose à dire. Ça tient la route et ça fait partie des équipes maintenant sur lesquelles il faut compter. Autre équipe, Laurent, qui a été performante dans cette catégorie LMP2 tout au long de la saison, c'est AF Corset avec un trio qu'on connaît très bien, François Perraudot, Mathieu Vaxivière, Alessio Rovera, les derniers vainqueurs à Abu Dhabi pour la finale, la dernière course de la saison. Une campagne solide encore une fois avec 3 podiums, donc une victoire, une deuxième place, une troisième place. La prestation d'ensemble est encore une fois très convaincante pour l'équipage, qui a peut-être manqué d'être plus régulière que ça au niveau du podium pour jouer clairement le titre. Ouais, alors après, on a eu un très beau final de Mathieu Vaxivière à Yas Marina dans la dernière course, hein, qui a été, je pense, décisif. Mais l'équipage se connaît bien, l'équipage s'apprécie, connaît l'équipe. Bon, il n'y a pas grand-chose. François Perraudot, ça fait toujours partie des meilleurs pilotes bronze du plateau, des différents plateaux en LMP2. Ouais, il a manqué peut-être les 8 points rapportés de la course de Sepang, ça a forcément pesé dans la balance. Mais on finit troisième du championnat à 2 points de la place de vice-champion occupée par RD Limited. Mais là, ça permet aussi de continuer, si tu veux, à prendre du roulage pour la saison LMS, puisqu'on reverra cet équipage-là en European Le Mans Series cette année. Qui était également là l'an dernier, Laurent, l'équipe. Et qui sera donc aux 24 heures du Mans, puisque cet équipage a remporté le championnat en Pro-Am en ELMS, et donc sera aux 24 heures du Mans, sans Alessio Rovera, évidemment. Donc il va falloir trouver un autre pilote pour épauler Mathieu Vaxivière et François Perraudot. On fait confiance à F. Corset pour trouver la bonne personne. Oui. Il n'y a pas de souci pour ça. Laurent, dans mes plus, je vais donner pour une fois un avis personnel. Dans mes plus, je mettrai quand même Giorgio Roda, qui a signé 6 pole positions. Alors, tu vas me dire qu'on peut le mettre dans les moins, dans un sens. Ah ouais, parce que moi je le mettrais dans les moins. Voilà, alors, mais j'ai rien contre Giorgio, bien évidemment, qui est quelqu'un de charmant, mais pour moi ça fait partie des moins. Mais bon, alors, vas-y, je te laisse. On va le faire dans la catégorie plus, et si tu veux, on fait tout de suite un moins. Voilà, comme ça au moins il y aura une transition. Giorgio Roda a fait 6 pole positions sur 6, donc faut quand même le mettre selon moi en avant, Oui, parce que certes, comme tu vas l'expliquer dans les moins,
il n'a peut-être pas sa place absolue en tant que pilote bronze, point sur lequel je suis entièrement d'accord. Mais par contre, il faut être là à chaque fois. Tu sais très bien comme moi qu'une séance de qualification, ça peut vite tourner au vinaigre s'il y a un drapeau rouge ou autre, ou un écart de track limit, pour reprendre le nom de notre podcast. Il faut quand même souligner cette régularité, selon moi, de Giorgio Roda. On l'avait vu également en ELMS récemment dans l'exercice. Et je pense qu'il fallait quand même le souligner. Mais je suis d'accord avec toi, ça peut également être un moins, puisque Giorgio Roda n'est peut-être pas un vrai pilote bronze comme au sens auquel on l'entend. Il suffit de voir ce qu'il a fait aussi en ELMS où il a décroché quand même plusieurs pôles l'année passée. Là, il fait toutes les pôles. Maintenant, oui, je suis d'accord avec toi, il faut être régulier. On sait ce que c'est une qualif. Maintenant, tu te bats contre qui? C'est ça aussi qu'il faut voir. Tu mets Exactement. qui en face? Tu mets Giorgio Roda qui a 30 ans contre Criton Lentudis qui en a 65 et Fred Pourdat qui en a 60. Je veux dire, il y a trois. En plus de Giorgio Roda, je crois que de mémoire, il doit y en avoir trois qui ont en dessous 50 ans. Il doit y avoir Alex Malikin, mais qui lui a tout gagné en GT, qui débute en proto et qui doit approcher les 40. Tu dois avoir François Perrodo qui doit approcher les 50. Et il y en a un autre, par contre, qui pour moi est vraiment une belle surprise. Et là, par contre, je pense que ça fait vraiment partie des plus. C'est Jérémy Clark, qui est le pilote à F Corset, qui roule avec Patrick Byrne et Olivier Plat. Mais Giorgio Roda, je suis désolé. Enfin, à un moment, c'est une faute de casting, c'est une erreur de casting. Il a rien à faire en bronze. Rien à faire en bronze. Oui, Je oui, suis désolé. les résultats Ah, déjà des qualifs l'an dernier en ELMS, plus voilà ce qu'il montre en piste, c'est vrai que aujourd'hui on ne peut plus le considérer comme un pilote bronze, c'est certain. bah, non, et à un moment, enfin, je sais pas, mais ça a choqué personne ce qu'il a fait en 2024 et qui reste bronze en 2025. Je veux dire, quand tu regardes certaines moyennes ou certains temps en course, bah, il est devant des pilotes gold ou certains platinum. Il est sur certaines courses, c'était le 10e pilote le plus rapide en LMP2 sur une course. Donc moi je veux bien, mais là à un moment tu te bats pas à armes égales. Ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue dans un précédent podcast par rapport à Montey avec le titre en WEC. Bah ouais, Montey, tu te bats pas à armes égales. Montey, c'est eux qui ont développé la Porsche. Bah ouais, ils sont devant. Bah, ils ont aussi une meilleure connaissance, certainement que la concurrence. On a affaire à des équipes privées. Et là, je pense que c'est un peu la même chose. Je suis entièrement d'accord avec toi sur voilà, la qualification, la classification qu'il faudrait appliquer sans doute à Giorgio Roda. Donc balle au centre, un plus et un moins pour le pilote italien. Je voulais rebondir par rapport à Jérémy Clark parce qu'on reste en LMP2, mais pour moi, ça fait vraiment partie des bonnes surprises parce que c'est pas quelqu'un qu'on connaissait, c'est pas quelqu'un qui a une forte expérience et franchement, alors ok, il a fait, je crois qu'il a fait une petite cagade à Yas Marina. Franchement, Jérémy Clark, pour moi, ça fait partie vraiment des plus de la catégorie LMP2 cette année. Laurent, pour poursuivre sur les plus, en LMP3, rapidement, faut souligner la très belle prestation de Breton Racing, l'écurie qui est sous bannière tchèque, relativement jeune, mais qui décroche son premier titre d'envergure, on va appeler ça comme ça, avec la Ligier JSP 320. Une voiture qui était partagée par un équipage qu'on ne connaît pas forcément très bien quand on n'est pas adepte de l'endurance, mais on connaît quand même Jens Reno Müller, qui est quand même un pilote danois qu'on connaît pour être présent en endurance depuis quelques années. Et avec Theodor Jensen, qui est un jeune Danois qui était en monoplace récemment, on l'a notamment vu chez Saint-Eloque Racing, et Griffin Peebles sur les deux dernières manches, les deux dernières courses de la saison. Laurent, Breton Racing, c'est une bonne surprise, même si bon, c'est sûr que la catégorie LMP3 n'est plus aussi conséquente, on va dire, en nombre que les précédentes années, mais encore fallait-il se battre face à des structures comme RLR, M-Sport ou Ultimate, qui a fait aussi une très belle saison, mais Breton, c'est la belle surprise. Je crois quand même que Breton bosse aussi un peu avec Team Virage, qui est présent aussi en ELMS et en Le Mans Cup et qui fait aussi partie des équipes de référence en LMP3. Donc ça rapporte un peu un peu un gage de qualité en fait à l'équipe Breton Racing. Mais ouais, ça s'est joué à peu de choses parce qu'en plus t'as pas beaucoup de voitures. Enfin, t'en avais 7 Ça, ouais. et forcément au niveau des points, c'est compliqué quand t'as 7 voitures d'arriver à se détacher. Donc non, non, c'est mission parfaite. Bon, un peu déçu par rapport à nos deux équipes françaises, aussi bien Ultimate que Graf Racing, qui avaient pourtant de sérieux atouts, surtout Ultimate avec les deux pôles et les deux victoires à Sepang. Et après, la suite a été un peu compliquée. Puis Ouais, je l'abandon pense à que le Dubaï résultat, fait. ouais, l'abandon c'est sûr, en course 2 à Dubaï, fait forcément mal dans la balance, ouais.
Laurent continue sur les plus de cette saison 2024-2025 de l'Asian Le Mans Series, le thème de ce nouveau numéro de Track Limit by Minerva Oil, le podcast d'Endurance Info. Et je te propose de passer au GT. Certes, Mantei Racing a encore une fois dominé la catégorie GT3 avec un doublé final pour la numéro 10 et la numéro 92. Mais si vous avez lu Endurance Info ces dernières heures, vous avez pu voir que nous avons souhaité attribuer notre coup de cœur du week-end avec deux barres automobiles à Winward Racing. Winward qui termine 3e du championnat avec la Mercedes numéro 81, où l'on retrouvait notamment Gabriele Piana, un pilote qu'on connaît bien, de la scène GT globale, GT4 et GT3 ces dernières saisons. Gabriele Piana qui était soutenu par Rinat Salikov avec deux pilotes officiels sur l'ensemble de la saison, Jules Gounon pour commencer et Lukas Stolz pour terminer. Laurent, début en Asian Le Mans Series réussi pour Winward, même si la fin, malheureusement, le week-end dernier à Abu Dhabi n'a pas été conforme aux attentes de l'équipe, forcément, puisque avec la pole position pour la course 1 et le leadership au championnat, on pensait voir la voiture en lice pour le titre. Bon, malheureusement, il y a eu un accrochage pour lequel la voiture est victime collatérale, et ça a mis un coup d'arrêt à la belle prestation de Winward depuis le début de l'année. Ouais, un accrochage en plus un peu bête quand même, avec un pilote qui part en tête à queue, qui repart au moment où la Mercedes arrive, et qui en plus, enfin, je sais même pas s'il y a eu une pénalité d'ailleurs pour le pilote LMP3, je suis même pas sûr. C'est sûr que ça valait, comme tu as bien fait de le rappeler, un coup de cœur du week-end avec deux barres automobiles, parce que chez Winward, ça pouvait légitimement jouer le titre sans problème. Et tu perds tout. La caisse est quand même bien abîmée et l'équipe a bossé toute la nuit pour la reconstruire pour qu'elle soit au départ de la course 2. Mais le zéro pointé en course 1 à Abu Dhabi, forcément, fait mal. Et c'est sûr qu'on pouvait légitimement penser que Winward Racing avait une chance quand même assez conséquente d'aller aux 24 heures du Mans. C'est la première fois que l'équipe était dans une série badgée Le Mans. Il y avait une deuxième voiture aussi pour Winward Racing. La numéro 16 Mais avec ouais, Maro Engel notamment. ouais, et ça, moi, ça fait partie un peu de pas de mes déceptions parce que l'équipe y est pour rien, mais c'est un peu dommage de tout perdre et de tout perdre sur quelque chose. C'est même pas un problème mécanique, c'est une sortie bête, on va Ouais, dire. ouais, parce que c'est vraiment, vraiment pas de chance. En sortie du dernier virage, voilà une LMP3 qui repart et le contact que ne peut éviter la numéro 81. Et à partir de là, la régularité, Laurent, de Mantei, que ce soit Mantei Racing ou Mantei Emma pour la numéro 92, a fait le reste avec, donc, on vous rappelle, le sacre pour la Porsche 911 numéro 10. Ouais, alors la numéro 10, mais bon, la 92 a pas démérité, celle qui a gagné la course 1 à Abu Dhabi, mais là aussi, il y a eu un zéro pointé, je crois que c'était la course 2 à Sepang pour la 92. Ouais, pas de points marqués. Euh, Ouais. voilà, alors que sur la numéro 10, je crois que c'était la course 1 à C'est Sepang, ça. où Sepang, Ouais, c'est ça avait pas été, presque un abandon chacun. Enfin, un zéro pointé chacun, on va dire. ouais, et puis t'avais aussi une victoire, parce qu'il y en a qui ont posé la question pourquoi Herbert Motorsport avec la 99 n'avait pas marqué de points, mais c'est que la voiture ne fait pas toute la saison, donc elle était transparente au championnat, ce qui ça est plutôt une bonne idée, parce que ça fausse un peu la donne sinon. On a eu une belle fin de saison aussi de Kessel du team de Earl Bamber aussi. Ouais, la Ferrari numéro 74, qu'on a vu deux fois sur le podium cette saison, avec des pilotes qu'on connaît, Laurent du GT World Challenge, Dustin Ouais. Blattner notamment, Ben Mm. Tuck également. C'est sûr que c'est des pilotes et qui étaient soutenus par Dennis Marshall sur cette numéro 74, lui aussi bien connu de la scène GT3. C'est un équipage qui continue sa progression avec des beaux résultats, deux pole positions également sur l'ensemble de cette saison. C'est aussi une bonne saison pour l'écurie suisse de Ronnie Kessel. Mais par contre, ce qui était bien, c'est que tu avais quand même, cette saison, tu avais quand même beaucoup de diversité en GT quand même. Bon, même s'il y avait pas il y avait pas d'Audi, mais au niveau des châssis, c'était quand même plutôt pas mal et on aurait pu avoir une Mercedes de plus aux 24 heures du Mans et finalement, on aura une Porsche de plus. Avec une équipe qu'on connaît bien qui est Mantei Racing. Laurent va passer au moins de ce championnat Asian Le Mans Series 2024-2025. Je commence. Pour moi, il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de neutralisation. On l'a vu sur notamment le week-end dernier, même si du temps a été remis évidemment pour compenser cela. Mais c'est vrai quand même, on a vu Laurent beaucoup de neutralisation. Alors certes, c'était pour réparer des barrières et évidemment ces neutralisations sont légitimes, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de contacts cette année, comme on l'a déjà dit précédemment, dans le peloton.
Ouais, beaucoup trop de contacts. Mais bon, c'est pas propre au championnat, hein. On a quand même beaucoup de contacts ces derniers temps, hein, dans les différents championnats. Ça a un petit peu trop tapé et pas de bol en plus à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais à Yas Marina, c'était quand même en début de course et ça a occasionné quand même des drapeaux rouges. Maintenant, bon, on a remis du temps. Après, toujours critiquer le fait de remettre du temps. Moi, personnellement, ça me choque pas. C'est sûr que ça a été quand même assez riche en accrochage. Une autre déception, Laurent, dans le peloton LMP2, selon moi, ça serait DKR. DKR, qu'on connaît, hein, la qualité de l'équipe de Candy Jean Claes sur ces dernières années, avec un titre récemment en Asian Le Mans Series. Mais alors cette année, ça a été un peu plus compliqué pour la numéro 3. On a vu quelques soucis de suspension aussi sur la voiture et un double abandon là à Abu Dhabi qui met un terme un petit peu décevant pour cette saison de l'équipe luxembourgeoise. Bah, je crois que c'est même d'ailleurs, c'est pas le seul abandon en LMP2 d'ailleurs de Oui, l'année. DKR, c'est un peu dommage parce que tu l'as dit, l'équipe connaît la musique, l'équipe est et fait partie des équipes fidèles d'ailleurs de l'Asian Le Mans Series et ça fait partie aussi des équipes sur lesquelles il faut compter en LMP2 et là, c'est sûr que notamment, principalement le meeting de Yas Marina, ça n'a pas été en faveur de l'équipe de Candy. Laurent, autre moins, mais qui va être aussi porté un peu sur l'avenir, c'est le calendrier. Alors certes, on a vu le retour réellement asiatique, hein, avec Sepang et la Malaisie, ce qui est en soi une bonne chose, avec une fin de campagne plus centrée sur les Émirats Arabes Unis, hein, que ce soit à Dubaï ou à Abu Dhabi. Mais pour toi, Laurent, t'es un peu plus circonspect sur la suite, puisqu'on vous rappelle que si le calendrier n'a pas été officiellement dévoilé, selon nos indiscrétions, on pourrait revenir en Thaïlande prochainement. On pourrait revenir en Thaïlande prochainement à Buriram, ouais, ce qui était le cas avant la pandémie. Et donc, ça ferait Buriram, Sepang en Malaisie. Et donc, il pourrait y avoir un des deux meetings qui sauteraient aux Émirats Arabes Unis, qui serait donc Dubaï ou Abu Dhabi. Après, c'est pas moi qui fais le calendrier. Et, évidemment, on me demande pas mon avis, qui n'intéresse que moi d'ailleurs, certainement. Après, je pense que plus tu vas loin, plus ça coûte cher. Je pense que le championnat déjà coûte cher puisqu'on a rajouté une course. Là, on est revenu en Malaisie l'année dernière, on y retourne cette année. Bon, est-ce que c'est la bonne solution? Alors, c'est mon avis personnel. Pour moi, non, parce qu'on appelle ça Asian Le Mans Series, mais il y a quasiment rien d'Asian parce qu'il n'y a pas d'équipe asiatique en proto. Il n'y a aucune équipe LMP2, il n'y a aucune équipe LMP3. Et tu as trois équipes en GT. Et tu vas avoir quoi? Climax, Absolute et Origin Motorsport, qui sont des équipes qui roulent en GT World Challenge Asia, puisqu'on rappelle que SRO assure la promotion de l'Asian Le Mans Series. Mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, je virerais tout ça. Je ferais une Winter Le Mans Series. Vu que les Émirats Arabes Unis, ça a tendance quand même à satisfaire beaucoup de personnes. Quand on discute avec les équipes ou Exactement, avec les pilotes, c'est ce que j'allais te dire. ça les intéresse. C'est ça. Ça coûte moins cher parce que c'est plus condensé, parce que de Dubaï à Abu Dhabi, bah, tu as 1 heure et quart de route, donc c'est quand même beaucoup plus simple. Ouais, Et t'es en pas fait, il y a obligé de te quasiment limiter. pas de déplacement en fait entre les deux. Non, et puis t'es pas obligé de te limiter à Dubaï, à Abu Dhabi. Tu as d'autres circuits au Moyen-Orient qui peuvent accueillir le championnat et tu fais un championnat hivernal Mhm. qui s'appelle pas Asian Le Mans Series. Il n'y a pas de P2, il n'y a pas de P3 déjà en Asie. Donc, bon, après, on est allé en Australie dans le passé, on est allé au En Japon, Chine, en Chine, on est même allé à Inge-Utopia, là, au milieu de nulle part, là, tu vois, en Corée. Moi, par les temps qui courent, quand on sait que les budgets sont quand même comptés, que là, c'est quand même une saison qui coûte quand même très cher, on va pas se mentir, hein. Je serais personnellement plus partisan d'une Winter Le Mans Series dans des pays où tu peux rouler l'hiver, où il fait quand même beau. Et je pense que tu attirerais exactement les mêmes clients. Après, tu auras forcément des critiques qui vont dire, ouais, mais pourquoi on va encore rouler au Moyen-Orient? Il n'y en a que pour le Moyen-Orient. Ouais, mais force est de constater que d'une, tu es bien accueilli, de deux, tu es sécuritaire, de trois, il fait beau l'hiver, et tu es quand même assez, on va dire, entre guillemets, pratique quand tu viens d'Europe. bah, c'est ce que T'as j'allais te quoi? dire. T'es central internationalement, on va dire, mais surtout t'es quand même proche, c'est ce que tu rappelais, de l'Europe, d'où viennent la majorité des équipes. Bah, Et c'est pas la même de transporter tout le matériel et les conteneurs de la base européenne de la plupart des équipes jusqu'en Asie, voilà, orientale, hein, Japon ou Chine, voire Thaïlande, que d'aller effectivement aux Émirats où on est quand même plus proche géographiquement et je pense, après je n'ai pas forcément tous les chiffres, mais c'est sûr qu'au niveau du budget c'est pas la même. non, et après, alors, évidemment, quand tu discutes avec certains, je me souviens avoir
discuté assez longuement avec Miro Konopka, qui lui te dit, moi je retournerai en Asian Le Mans Series quand ce sera vraiment l'Asian. Quand lui, peut-être que l'année prochaine, il va y aller parce que justement, tu auras la Thaïlande et tu auras la Malaisie et tout. Donc, c'est pas une critique, hein. Les deux raisonnements s'entendent. Mais maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose d'asiatique. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de toujours aller en Asie alors qu'il n'y a pas vraiment d'équipe? Tu peux te poser la question. Nous avons fait le tour de cette saison 2024-2025 de l'Asian Le Mans Series, avec, on vous le rappelle, le sacre d'Algarve Pro Racing dans la catégorie LMP2, avec le trio maltais Jakobsen, Michael Jensen et Valerio Rinicella. Laurent, une saison donc sur laquelle nous avons fait les plus et les moins dans ce nouveau numéro de Track Limit by Minervoy, le podcast d'Endurance Info. La saison maintenant est terminée pour la partie asiatique, pour les championnats ACO. Très vite, dès la fin de cette semaine, le championnat du monde d'endurance va reprendre ses droits, Laurent, puisque le fameux prologue du Qatar, va se dérouler ce vendredi et ce samedi. Vous pourrez évidemment suivre tous les résultats sur Endurance Info et également des articles consacrés un petit peu au lancement de cette saison 2025 du championnat du monde d'endurance. On vous rappelle que la course des 1812 km du Qatar aura lieu la semaine suivante, donc pour donner le coup d'envoi de cette nouvelle saison très attendue. Vous pouvez revenir sur les anciens numéros de Track Limit pour déjà voir nos avis et nos débats autour de la liste des engagés. On a également passé en revue l'arrivée d'Aston Martin dans notre précédent numéro, donc n'hésitez pas à revenir sur ces anciens épisodes et à vous abonner pour être informé des publications à venir sur notre podcast. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur le site d'Endurance Info pour profiter de tout notre contenu. Laurent, merci pour ce tour d'horizon de l'Asian Le Mans Series 2024-2025 et on se donne rendez-vous très vite dans un nouveau numéro de Track Limit. À bientôt.